Bonsoir. Vous allez bien? Oui. C'est vendredi, c'est le week-end. Tout va bien? Alors, je vais mettre en route la présentation. Et nous voilà ce soir. Merci de vous être déplacés. Merci pour cet événement. Chercheuse d'étoiles, deuxième édition. Je suis ravie d'en faire partie. Merci pour l'invitation. Je m'appelle Aline Decady. Et on va passer la prochaine heure ensemble à parler de mon témoignage de mon aventure sur Ariane 6, de mon travail, de ce qui me tient à cœur. Et puis, j'espère que ça vous aidera aussi à trouver des éléments pour répondre aux questions que vous pouvez vous poser sur votre carrière, les choix que vous devez faire et puis les bons ou les moins bons conseils ou témoignages que je pourrais avoir sur ce que j'ai fait et mon parcours jusqu'à l'heure actuelle. Voilà, je travaille à l'Agence spatiale européenne sur le projet Ariane 6. Je travaille entre Paris et la Guyane et pour l'instant, depuis l'an dernier, on fait des essais sur la fusée et donc je me déplace et je passe la majeure partie de mon temps à Kourou, là où il y a un centre spatial. Voilà, je vais vous détailler un petit peu plus par la suite avec quelques planches. Et en fait, on prépare des procédures, on fait des essais sur la fusée qui est une maquette aujourd'hui, de façon à pouvoir valider tout le concept opérationnel et ensuite faire la campagne de lancement avec le vrai lanceur qui sera pour le vol inaugural. Donc c'est mon métier, c'est un métier passionnant. Et comme ça peut paraître un peu abstrait, donc je voulais passer quelques minutes d'abord à vous parler de ce que je fais et à vous montrer quelques éléments un peu plus concrets. Et puis après, je vous parlerai de mon parcours et puis et de mon témoignage par rapport à ce que j'ai retenu, comment je suis arrivée là et ce qui m'a plu et ce qui fait que je suis là aujourd'hui. Voilà, donc de quoi on parle? Qu'est-ce qui se passe en Guyane? C'est quoi Ariane 6? Est-ce que vous connaissez Ariane 6? Oui. Oui. Qui ne connaît pas Ariane 6? Ok. Donc déjà, on va se positionner à Kourou. Est-ce que tout le monde sait où est Kourou? Oui. Où ça? En Guyane française, ouais. Et donc, je vais essayer de vous pointer correctement. Non, pardon. Voilà. Donc on est là, on est entre le Brésil et le Suriname. Et puis on a un pas de tir qui se positionne à Kourou, le CSG, qu'on appelle Centre Spatial Guyanais. Donc c'est un espace qui est en région ultra-périphérique de l'Union européenne. Voilà. Et donc l'Europe a son espace à Kourou. Et donc ça, là, c'est la photo en fait des ensembles de lancement que l'on peut trouver au Centre Spatial Guyanais. Donc on a près de Kourou tous les centres de contrôle de lancement, ceux que vous pouvez voir entre autres sur YouTube quand il y a un lancement, comme il y avait en décembre dernier, comme il y avait il y a quelques semaines et comme il y aura en avril pour JUICE. Et puis on a donc une partie fusée-sonde qui est en train d'être modifiée pour les nouveaux... celle-ci, elle ne va pas forcément être utilisée dans l'immédiat, mais celle sur Diamant va être réutilisée pour les moteurs réutilisables, justement. Et puis on a ici Ariane 5, qui est l'espace qu'on utilise pour l'intégration du lanceur actuellement. Et puis Vega qui est juste à côté. Alors j'ai un petit souci, pardon, à vous le pointer. Voilà. Vega qui est juste à côté. Et puis Ariane 6 qui est tout le campus tout en haut.
avec une zone d'intégration du lanceur à l'horizontale et puis une zone avec son portique mobile où il y a le pas de tir et le lancement. Voilà, donc c'était quelques éléments clés de ce pas de tir que je voulais vous montrer. Hop. Et alors à Kourou, on a plusieurs lanceurs. Je ne vais pas passer toute la présentation dessus, mais si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser. Donc on a plusieurs lanceurs que je viens de vous montrer juste rapidement sur la carte. Donc Ariane 5, qui est un gros lanceur lourd avec 2 boosters, un Propergol solide en latéral, et qui va faire son vol de Juice, l'avant-dernier vol en avril, et le dernier lancement sera en juin. Donc il est en service depuis plus de 30 ans. C'est notre bijou de technologie européen dont la fiabilité est vraiment excellente. Et donc il est utilisé pour lancer en général 2 satellites, voilà, d'environ 5 ou 6 tonnes. On a Vega, et avec son compagnon de route Vega C, amélioration de Vega, qui lui, comme vous le voyez, est quand même plus petit. Donc son objectif à lui, c'est plutôt d'embarquer 1,5 tonnes, 2,3 tonnes. Donc c'est plutôt des plus petits satellites. Donc lui, il va pouvoir répondre à une clientèle qui n'a pas besoin d'un lanceur lourd. Et donc c'est le deuxième lanceur que l'on a au centre spatial, donc qui a fait 2 lancements jusqu'à présent. Et il y avait une vingtaine de lancements avant avec le Vega précédent. Et puis nous avons Ariane 6, donc c'est celui sur lequel moi je travaille. Donc Ariane 6, c'est un lanceur lourd qui va donc remplacer Ariane 5, qui est actuellement au centre spatial. Il est modulaire, donc on peut avoir une configuration à 2 boosters latéraux ou 4. Donc c'est les photos qui tournent, enfin les animations qui tournent. Et donc il peut emporter au moins autant que ce qu'emportait Ariane 5. Il est fait évidemment avec des éléments, des structures beaucoup plus légères et dont on va dire le concept industriel est beaucoup plus optimisé que ce qu'on pouvait connaître et faire il y a 30 ans. Et donc on bénéficie de cette accélération industrielle et de cette optimisation pour baisser les coûts et puis avoir une meilleure reproductibilité à plus grande échelle. Alors, il fait plein de trucs, je ne vais pas vous parler d'Ariane 6 pendant toute la vidéo, mais je vais vous montrer ce qu'on fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait en 2022 sur Ariane 6 au CSG. Ah, donc j'ai coupé le son pour pouvoir vous montrer un petit peu. Donc c'est une vidéo qui est sur YouTube, qui est en ligne sur le site de l'Agence spatiale européenne, de l'ESA. Donc si vous avez envie de voir le lien, vous me demandez tout à l'heure, je vous donnerai le lien. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a fait pendant l'année 2022 où on a commencé les essais. Donc là vous avez un portique mobile qui fait 90 mètres de haut. Qui est aussi lourd que la Tour Eiffel, voire même un peu plus, sur lequel en fait on a des maquettes de boosters qui sont représentatifs des éléments structuraux des boosters que l'on a sur un lanceur du type de celui qu'on aura en vol inaugural. Et donc pendant toute l'année, qu'est-ce qu'on a fait? On a intégré ce lanceur. Alors là, il est en entier, avec 4 boosters, et l'objectif c'était de passer l'année à faire des simulations et puis après aller sur le pas de tir pour vérifier si toute la théorie qu'on a pu étudier pendant des années prenait sens. Donc évidemment il y avait des opérateurs et des gens qui étaient là pour chaque étape importante. Ça c'est les boosters quand ils sont sortis de leur zone de stockage. On a fait des opérations de manipulation mécanique. On a fait des opérations
d'intégration mécanique. Donc là, vous voyez les deux modules du corps central qui arrivent séparément en Guyane et qui sont intégrés à l'horizontale dans le bâtiment d'intégration lanceur. Et donc, cette étape-là, par exemple, c'était une fois que les deux modules étaient intégrés, on les a positionnés sur un transporteur qui est en 2 morceaux qui sont synchronisés et qui se déplace sur un rail au sol qui est philo-guidé et qui empêche les torsions appliquées sur la structure du lanceur et donc des défauts une fois qu'on serait en zone de lancement. La zone de lancement, c'est cet endroit-là. C'est l'endroit où on fait l'intégration. On va y revenir juste après. Là, vous avez un petit gros plan sur l'utilisation justement des outils dédiés et souvent connectés, qui était vraiment aussi un des éléments principaux de ce qu'il faut valider et tester en opération et en essai. Donc là, on a transporté un des boosters sur le pâtir depuis sa zone de stockage. Là, ce qu'on vous montre, c'est que ce booster, en fait, il est commun Vega C et Ariane 6. Donc, ça fait partie aussi de cette famille de lanceurs en common analyse. Et donc, on a par contre quelque chose qu'on ne teste pas à Kourou, qui est l'étage supérieur. Pourquoi on ne teste pas à Kourou? L'étage supérieur? Parce qu'il n'est pas fait à Kourou, et parce qu'à Kourou, on ne va pas démarrer le moteur de l'étage supérieur parce qu'on n'est pas en orbite. On est au sol. Donc on a à Kourou, donc ça c'est le corps central, il n'y a pas encore la partie étage supérieur comme on peut la voir ici, et ça c'est ce qu'on veut faire pour le vol inaugural. Par contre, donc la partie supérieure qui, elle, a vraiment aussi un deuxième moteur qui s'appelle le Vinci, est testée, et d'ailleurs, elle vient de faire un de ses essais à l'Empolshausen en Allemagne. Donc on a un banc d'essai pour cette partie-là. Donc c'est la partie propulsion en orbite, et donc on ne peut pas la tester à Kourou. Voilà, donc je voulais vous parler un petit peu de ça. Alors mon métier à moi, c'est quoi ? Mon métier à moi, c'est ingénieur, analyse de sûreté de fonctionnement et sécurité. Alors, qu'est-ce que je fais dans la vie ? Moi, j'injecte des cas de panne au système du lanceur et de la base de lancement. Donc, ils sont composés de quoi, comme on vient de le voir, de systèmes mécaniques, de systèmes fluides, puisque Ariane 6 est un lanceur cryogénique, et puis électrique, puisqu'on active des vannes par des systèmes électriques. Donc, et des commandes qui viennent du sol vers le lanceur. Et donc, mon travail à moi, c'est d'analyser les conditions pour lesquelles on pourrait avoir des problèmes qui pourraient conduire à... par exemple, un problème pendant l'intégration mécanique, la verticalisation du corps central, comme on voyait tout à l'heure, l'utilisation de palonniers avec des élingues. S'il y a des problèmes d'axe, de centrage ou de dimensionnement, on peut avoir un basculement ou même une casse d'une élingue. Donc on peut se retrouver par exemple à faire tomber un élément lanceur. Pour les ergols, par exemple, donc, dans quelques mois, on va remplir le lanceur. Progressivement, on va chercher en fait à voir quelles sont les marges de sécurité vis-à-vis des remplissages. Par exemple, s'il y a une fuite, selon si c'est de l'hydrogène ou de l'oxygène, ça peut provoquer soit un incendie, soit une explosion. Ou un incendie qui crée ensuite, par effet domino, une explosion. Et ça, c'est une explosion majeure. On est sur des centaines de tonnes. Donc, on est malheureusement sur un phénomène qui est catastrophique très rapidement, qui est divergent très rapidement. Et puis, sur les systèmes électriques, les arcs électriques peuvent conduire à des initiations de feu et de départ en feu et d'explosions à très court terme aussi.
Et donc, en fait, j'injecte tous ces 4 pannes sur des simulations de système. Donc, on fait ce qu'on appelle des analyses de risque, des analyses de défaillance. Et puis, on essaye ensuite de trouver toutes les causes possibles de façon à robustifier les systèmes pour que ça n'arrive pas. Et dans le cas où il pourrait se passer quelque chose, dans tous les cas, il ne faut pas que ça puisse conduire à ne pas assurer la sécurité des opérateurs qui travaillent autour du lanceur. Donc vous avez vu, là tout à l'heure, il y en avait quelques-uns, c'est d'intégration mécanique, donc il y a encore beaucoup de gens qui sont autour à une distance qui est, on va dire, qu'on a paramétrée pour qu'elle soit de sécurité. Mais quand il y aura des fluides, on fera en sorte qu'il n'y ait personne quand c'est pas requis. Et il y a des phases très particulières où il faut qu'il n'y ait pas de personnel. Et même quand on a une gestion dégradée d'un problème qui s'est passé sur une phase où il doit y avoir personne, il faut pouvoir les ramener en sécurité. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui quelque part, pour moi, est une certaine responsabilité. C'est quelque chose qui m'anime au quotidien et qui me fait beaucoup réfléchir. Je prends ça sérieusement et d'ailleurs, c'est un vrai challenge à relever tous les jours. C'est pas quelque chose où on ferme l'ordinateur à 18h et on se dit ok, on n'y pense plus jusqu'au lendemain. C'est quelque chose auquel on pense tout le temps. C'est un boulot un peu 24 heures, quoi. C'est mon métier passion quelque part. C'est ce qui m'anime, ce qui me fait réfléchir, ce à quoi j'ai envie de réfléchir en fait, tout simplement. Et alors les études que j'ai pu faire pour en arriver là et qu'est-ce que ça m'a apporté, qu'est-ce que j'ai pu acquérir de ça, j'ai fait une école d'ingé, l'ESTACA, qui est en région parisienne. En dernière année, je suis partie à l'étranger à Polytechnique à Montréal pour suivre des cours pendant la dernière année et puis en profiter pour faire mon stage de fin d'année. Et puis après, pendant les premières années, j'ai travaillé dans l'industrie, donc d'abord chez Airbus à Toulouse ici, et puis après chez Thales Alenia Space à Cannes. Alors j'étais passionnée d'espace, mais ça quelque part c'est le domaine d'application. Mais je voulais apprendre le métier. Donc mon premier job, c'était pas grave que ce soit de l'aéronautique, bien au contraire, c'était super, c'est sur A380 et sur les systèmes électriques. J'ai juste adoré ça. Et comme on fait de la certification d'avion avec des gens à bord, on a une rigueur de dingue. Et donc tout ce que j'ai pu apprendre là-bas, c'était comment on fait de la technologie de pointe. Donc c'était le premier job que j'ai fait. Et j'ai vraiment appris ce que c'était le minimum requis quand on veut s'assurer que les gens soient en sécurité. Quand vous prenez l'avion, et que vous laissez vos proches le matin, vous leur dites quoi? À ce soir, à demain. Vous ne leur dites pas si j'ai un peu de bol, on se reparle plus tard. Non, ça n'existe pas. Vous êtes sûr que vous arrivez à bon port, d'accord? Donc voilà, et ça n'arrive pas par hasard. Et donc, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, la certification avionique sur les systèmes sur lesquels je travaillais à l'époque. Et je voyais mes collègues qui, eux, étaient experts, qui étaient là depuis des années, qui avaient fait tout le développement de l'A380, qui est vraiment étaient pour moi des mentors et des modèles d'excellence. Après, j'ai eu l'opportunité de retourner d'aller chez Thales, bosser sur des systèmes générés plutôt par l'avionique aussi, mais sur le domaine d'application du spatial. Donc là, je suis rentrée dans le domaine satellite et donc j'étais dans la conception de tout ce qui est lié au système de contrôle d'altitude et d'orbite, la OCS. Et là, pareil, du coup, j'ai utilisé ce que j'avais appris à Toulouse. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que ce domaine d'application-là, le spatial, me plaisait encore plus
sans trop de doute, parce que j'étais passionnée déjà, donc j'étais juste ravie de pouvoir arriver avec un bagage technique suffisant pour qu'il me fasse confiance, que mon potentiel soit suffisant pour pouvoir travailler sur des projets de grande envergure. Donc du coup, j'ai pu travailler sur des satellites de télécommunication, d'observation de terre, des constellations, Globalstar, Iridium, et ça m'a beaucoup appris parce que c'est des projets qui finalement sont sur quelques années, et donc on arrive assez facilement à avoir un début et une fin quand on travaille dans l'industrie satellite. Et puis par la suite, je voulais partir à l'étranger, donc j'ai eu l'opportunité en fait de retourner au Canada, mais sur la côte ouest. J'avais envoyé des applications, et je voulais apprendre d'autres méthodes de travail, et je me disais, tiens, est-ce que ça serait pas intelligent d'aller voir ce qu'on fait ailleurs? Et effectivement, ça m'a beaucoup appris, penser différemment, créer moi-même mes argumentaires de discussion, apprendre à convaincre les gens, pas juste me fier à ce qu'on m'a dit ou à ce que les gens qui sont déjà là disent depuis toujours, mais juste aussi me poser la question et me remettre en cause. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment ça que tout le monde dit? Est-ce que c'est comme ça qu'on apprend ce concept-là partout? Et donc me remettre en question et apprendre peut-être ma méthode à moi, celle en laquelle je crois, plutôt que celle que j'ai apprise et que je répéterai inlassablement sans me poser la question de si c'est la meilleure. Et à l'époque, j'ai eu l'opportunité d'avoir un projet à Vancouver qui était sur donc de la conception satellite, mais embarqué sur lanceur. Donc là, on commençait à avoir donc le satellite dans son ensemble et le montage sous coiffe. Et donc j'ai travaillé sur la certification du satellite sous coiffe, en plus de la mission en elle-même de finaliser le développement du satellite en question. Et donc je me suis retrouvée là à me poser des questions sur c'est quoi l'environnement du lanceur, de quoi il a besoin, comment il répond à mon besoin satellite, comment on certifie tout ça, qui fait quoi. C'est qui tous ces gens, comment on a la bande de fréquences quand on veut être en orbite, qui définit tout ça. Comment ça marche. Et ce poste-là, il m'a permis, en fait, à un moment donné où l'Agence spatiale européenne cherchait à recruter quelqu'un qui faisait des analyses de risque dédiées à des systèmes critiques, et à faire en sorte que poser ma candidature, du coup, soit suffisamment intéressante pour eux, même si je n'avais pas bossé sur le monde des lanceurs depuis le début de ma carrière, quoi. Je venais juste de prendre connaissance de l'environnement entre le satellite et le lanceur. Et donc, pour moi, ça a été un déclenchement. Et maintenant que je vous dis que je suis à l'ESA sur le programme Ariane 6, donc je suis arrivée un peu avant que Ariane 6 soit voté. Je suis arrivée en 2012, donc on en était encore sur du Ariane 5 qu'on voulait améliorer avec des concepts d'amélioration, mais il ne s'appelait pas encore Ariane 6. Et il y en avait un sur lequel moi je travaillais, c'était Ariane 5 ME pour Midlife Evolution. Et voilà, et aujourd'hui quand je regarde, mais jamais j'aurais pensé vous dire ça, mais j'aurais jamais cru rester 10 ans à l'Agence spatiale européenne et être en train de passer la dernière année de mon travail sur Ariane 6 et de pouvoir me dire que finalement, j'ai fait toutes les études théoriques pendant des années, et puis maintenant on est sur le plateau en train de les tester. J'en apprends tous les jours de façon incroyable. J'ai l'impression de me reposer plein de questions comme si je faisais un retour en 2016. Et pourtant, on est en train de tester tout ça et c'est du vrai, c'est du concret. Elle fait bien 70 mètres de haut. Et elle est bien super imposante et il n'y a pas intérêt à merder. Donc, du coup, on sent l'enjeu, ça y est. Et ça a l'air comme ça de... Quand je l'explique, j'ai cette impression que ça peut paraître un peu genre c'était écrit d'avance ou ça fait sens.
Mais j'ai jamais décidé par moi-même au moment où je prenais la décision que je serais là aujourd'hui. Ce que j'ai décidé, c'est à des moments clés où ça me semblait bien de suivre mon intuition, de suivre l'élan que moi j'avais, la motivation que j'avais. Et voilà, et ça crée tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que faudrait pas le regarder comme si c'est facile d'avoir ce parcours. Il suffisait de rentrer dans le spatial et après tout était écrit. Ben non, en fait, je dois le dire quand même, j'ai bossé super dur. Ça a été super compliqué. Ça a été super compliqué, je me suis remise en cause. Je me remets en cause tous les jours. Je me demande si la montagne de trucs que j'ai encore à apprendre pour être sûre de rien oublier, ça va le faire ou pas. Donc je doute. Je peux aussi être enclin à rencontrer des gens qui m'aident à douter. Et puis, je peux être aussi avoir la chance de rencontrer des gens, et c'est ceux avec lesquels je m'entoure le plus, et mes collègues en particulier, qui m'encouragent, qui me portent, et avec lesquels on utilise la puissance de l'équipe pour justement tous ensemble. Et il y a peut-être un truc qui peut peut-être vous servir de conseil. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé dans mon parcours. J'y ai toujours réfléchi comme ça. C'est de me dire, on va faire plein d'erreurs. La notion d'échec, tant que c'est l'heure de faire des erreurs, il faut les faire. Donc, même si ça ne fait pas plaisir, même s'il faut passer à travers, il faut ravaler sa fierté, il faut retourner écrire, étudier, analyser, simuler, tester, valider, trouver les bons arguments avec ses chefs, s'excuser, faire ce qu'il faut. Mais tant que c'est la période de faire les erreurs, il faut les faire. Il ne faut pas les faire au mauvais moment. Il faut les faire quand c'est encore possible de rétablir la situation. Donc, il ne faut pas être dans le déni. Mais il y a un autre truc, c'est qu'on ne peut pas faire toutes les erreurs. On n'a pas assez d'une vie pour faire toutes les erreurs. Donc, il faut apprendre des erreurs des autres. Par exemple, sur Ariane 6, on a quand même Ariane 5, qui est, je le redis, un bijou, qui a été fait par des personnes aussi exceptionnelles, qui sont plutôt maintenant sur, on va dire, des experts, des seniors, un peu sur la fin de leur carrière à eux aussi. Il y en a déjà plein qui sont partis, il y en a encore quelques-uns qui restent. Mais moi, ça m'a toujours paru majeur d'aller les voir, leur parler, leur demander conseil, pas sur les trucs qui marchent, sur les trucs qui leur va pas, les trucs qui pensent qu'on ne fait pas bien, ou des trucs qu'il faudrait qu'on change, ou des trucs qu'on ne s'est pas demandé. Je vais pas les voir pour qu'ils me contentent dans ce que je fais. Je vais pour trouver l'erreur, je vais pour trouver les trous, je veux essayer de combler le puzzle qui est dans ma tête et qui, de mon point de vue, contient encore plein de trous. Et c'est bizarre parce que plus on s'avance, et je pense que peut-être vous l'avez déjà vu, plus on approfondit un sujet et plus on a l'impression qu'on n'en connaît rien. Parce que du coup, on devine de plus en plus l'ampleur de ce qu'il faut maîtriser quand on creuse. Et donc c'est ça qu'il faut garder en tête. Il ne faut pas se dévaloriser, ça ne sert à rien et c'est pas constructif ni motivant en rien. Par contre, ce qui a du sens, c'est de se dire que quoi qu'on fasse, on n'est pas un super-héros, même si on a le super pouvoir d'apprendre, on peut dire ça comme ça. Mais donc, il faut aller poser des questions, aller utiliser les témoignages. Et donc c'est pour ça que j'adore ce type d'événement, parce que je trouve que c'est une bonne opportunité aussi pour aller voir les gens, pour inviter les gens et se poser la question tous ensemble, qu'est-ce qui a mieux marché, qu'est-ce qui marche moins bien finalement, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent servir. J'espère aussi pouvoir servir par mon témoignage à vous apporter peut-être des erreurs que vous n'aurez pas à faire tout simplement. Elles sont déjà faites, il n'y a pas besoin qu'on remette ça tous les jours. Donc voilà, ça j'espère que ça peut vous aider à réfléchir dans vos réflexions et un peu alimenter tout ça.
Alors pourquoi on fait tout ça? Parce que quand même, faut trouver le moteur, l'élan, pourquoi on essaye de se lever tous les jours et de trouver le métier de nos rêves. Alors c'est comment on trouve un métier passion. Je sais pas, déjà faudrait réussir à caractériser c'est quoi le métier passion. Dans ma tête, à moi, c'est quelque chose pour lequel j'apprends tous les jours, quelque chose qui me nourrit, qui m'alimente, qui fait que tous les jours, quand je reviens, j'ai fait ah ouais, waouh, ouf, super journée. J'ai discuté avec des gens super talentueux, j'ai appris ça, j'en avais besoin. C'était un truc en plus que je réfléchissais depuis 6 mois. J'ai débloqué ce truc-là, c'est incroyable. Je ferme un dossier dans ma tête, je ferme une porte. Ok, un truc en moins qui me posait question et un truc de plus compris. Après, ce qui me plaît dans mon travail, c'est qu'effectivement, pendant des années, j'ai fait des analyses, du papier, des calculs et tout ça. Et puis aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir aller vérifier en vrai sur un lanceur, en essai, si c'est bien ça que ça donne quand on teste les choses. Donc vraiment, si on arrive à avoir l'attendu par rapport à ce qu'on avait prédit. Donc c'est concret, ça y est, on fait quelque chose d'opérationnel, de concret. On vérifie si on a pensé correctement et on modifie sa façon de penser s'il manquait des éléments. Donc vraiment, c'est quelque chose qui vient connecter toutes les recherches qu'on a pu faire, qui vient aider pas à conclure, mais qui vient vraiment aider à fermer un cercle de compréhension d'un système. Et puis peut-être une des satisfactions aussi que je ne peux pas cacher, c'est d'aller à Kourou. C'est de faire partie de l'équipe qui se déplace, qui va sur un pas de tir, qui fait partie de l'équipe. Alors on ne compte pas nos heures, on est une équipe nombreuse et soudée de plein de corps de métier complètement divers et variés, mais complètement indispensables à chaque étape de tout. Donc il n'y a pas que des scientifiques, experts, ingénieurs. Il y a des techniciens qui font des jobs incroyables. Il y a toute la notion des contrats avec toute la chaîne de sous-traitance. Il y a tous les aspects légaux. Il y a la politique spatiale derrière. Il y a des traducteurs. Il y a des gens qui s'occupent de tout ce qui est lié au paiement. Il y a des plannings super serrés pour tout le monde. Et il y a des labos. Il y a des labos dans l'Europe entière qui s'animent en permanence et qui travaillent même à distance pour débugger des sujets en live à Kourou. Et donc c'est pas forcément évident de travailler avec la métropole quand on a 4 ou 5 heures de décalage horaire. Mais tout le monde se pousse et se met en fait dans l'objectif commun et la vision commune de faire fonctionner ce lanceur et de faire le job dans la vision que ça fonctionne. Donc c'est quelque chose de plus grand que nous et c'est en même temps quelque chose qui se fait vraiment en équipe. On ne peut juste pas penser à faire ça seul. Il faut vraiment avoir une communauté de gens et d'experts et ça, c'est une aventure humaine aussi qui est waouh, extraordinaire. Je vous souhaite de pouvoir avoir des collègues de travail. Alors, je ne vais pas dire qu'ils sont comme vos frères et sœurs, mais parce que peut-être que vous allez me dire, c'est pas vrai dans tous les métiers, c'est pas vrai dans toutes les compagnies, et c'est peut-être pas souhaitable d'ailleurs dans tous les corps de métier ni dans toutes les compagnies. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, quand vous les considérez personnellement comme des gens de votre famille ou des amis très proches, c'est parce que vous avez vécu des choses fortes avec eux, des choses qui vous ont liés pour toujours. Et ça,
Et après, ça dure toute votre vie, c'est des témoignages, c'est des opportunités, c'est des moments de vie qu'on n'oublie jamais, voilà, et qu'on sait encore partager par la suite avec toutes ces personnes-là. Donc ça aussi, c'est un moteur, quelque chose qui rend heureux, quoi. Et le bonheur, c'est peut-être juste des petites choses simples comme ça, c'est de se rappeler un moment génial avec ses collègues, et c'est aussi d'être là pour eux quand ça ne fonctionne pas, et d'être là aussi quand ça fonctionne, parce que tout n'est pas facile, loin de là, mais il faut être là tout le temps. On n'est pas juste ça quand ça fonctionne, sinon c'est pas ça une équipe. Donc voilà, ça peut être aussi des conditions de recherche environnementale. Quand on veut chercher le travail de ses rêves, il ne faut peut-être pas juste regarder la fiche de poste à laquelle vous répondez, mais peut-être aussi voir l'environnement de travail. Est-ce que les gens qui bossent là-bas, ils sont heureux? Est-ce qu'ils bossent en équipe? Est-ce qu'ils bossent seuls? Qu'est-ce qui vous correspond? Dans quoi vous fonctionnez le mieux? Qu'est-ce qui vous permet de grandir? Et l'environnement que vous cherchez, c'est quoi? Donc, je pense que ça, c'est des questions à se poser. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre? Je m'étais noté plein de trucs, mais je veux pas vous en dire trop non plus. Je peux peut-être vous donner un dernier conseil humble de mon point de vue, si vous cherchez à travailler dans le secteur du spatial. Je pense qu'il faut se mettre en tête que vous pouvez faire le job de vos rêves. Il y a des jobs qui sont parfaits pour vous, qui répondent à vos compétences. Et là, je regarde les jeunes filles en particulier. C'est juste que quand vous allez regarder les fiches de poste, quand vous allez vous intéresser aux compagnies en question, il va falloir répondre, même si vous trouvez que les fiches de poste, elles sont très complètes, peut-être un peu trop complètes par rapport à ce que vous pensez être capable de faire. Je dis penser que vous êtes capable de faire parce que en fait, vous répondez à un besoin, mais vous ne savez pas exactement, vous n'êtes pas dans les chaussures de la personne qui a écrit la fiche de poste. Donc en fait, vous ne savez pas exactement ce qu'il recherche. Et logiquement, les employeurs cherchent un mouton à 5 pattes. Voilà. Et un mouton à 5 pattes, ça existe ou pas? Oui. Il a eu un petit problème. Oui. Mais en général, la fiche de poste, elle est pour pouvoir permettre aux gens de postuler en sachant qu'ils ont le plus de compétences possible pour remplir cette fiche. Mais si vous ne remplissez pas toutes les cases, c'est pas grave. Parce que tout le monde ne remplira pas toutes les cases. Certains vont en remplir et d'autres vont remplir d'autres cases de cette fiche. Et vous ne pourrez jamais savoir si vous aviez le minimum requis pour ce poste-là si vous ne postulez pas. Il faut essayer, il ne faut pas penser que c'est perdu d'avance. Et il faut surtout se dire, ok, j'essaye celui-là, on verra. Et justement, profitez des interviews. Si vous êtes appelé à l'interview, c'est que du coup, vous remplissez la fiche. Donc déjà, c'est un état de fait. Mais en postulant, vous allez vous rendre compte si vous rentrez dans la grille que vous pensez de vous-même. Parce qu'imaginez que vous ne pensez pas exactement juste par rapport à l'environnement externe. Et pourquoi tous les garçons y postulent et pourquoi vous ne postulez pas? Peut-être qu'il n'y a pas de bonne raison. C'est peut-être ça. Donc, il ne faut pas avoir peur de postuler. Vous inquiétez pas, il y a des gens dont c'est le boulot de regarder vos CV. Donc, s'ils le reçoivent, il ne va pas prendre feu. Vous n'allez pas être blacklisté de la database de la compagnie.
Il n'y a pas de blacklistage possible. Sauf pour les gens qui ont bossé là-bas. Donc vous inquiétez pas. Donc il faut essayer, il faut tenter, et ce n'est qu'en allant à l'entretien que vous savez si vous avez le potentiel qui va bien pour avoir la discussion avec les personnes qui, pour le coup, vont peut-être vous employer. Mais c'est aussi la seule solution que vous avez pour savoir si le contexte dans lequel vous travaillerez va vous intéresser. Vous n'êtes pas sûr que vous allez arriver devant les personnes qui vont faire de votre vie le rêve dont vous espériez. Donc, imaginez que vous êtes à l'entretien. Est-ce que vous êtes là pour juste paraître bien ou savoir si c'est le job qui vous convient? Je crois que la deuxième question, elle est super importante et c'est à vous, du coup, d'arriver avec vos questions à la fin, en général, de l'entretien pour pouvoir bien différencier si finalement votre environnement professionnel, est-ce que vous vous projetez dans cet environnement professionnel et est-ce que ça vous permet d'avoir un équilibre avec vos objectifs, vos ambitions, vos motivations personnelles, celles qui vous animent et qui font que les deux en fait vont matcher et vous allez dire oui ou non. Et peut-être que vous vous rendriez compte qu'il y a plus de fois où vous faites l'entretien et que c'est vous qui dites non. Ça permet de se connaître un peu soi-même et de s'évaluer par rapport aux autres. Et de ne pas s'évaluer par rapport à ses propres critères, d'oser s'évaluer par rapport à ceux des autres, ceux avec lesquels vous êtes en compétition. Les garçons. Et en fait, vous verrez, il n'y a pas de compétition, c'est les compétences qui gagnent. Le plus possible. En tout cas, on essaye de transformer un peu la société comme ça. Mais si vous ne venez pas faire votre job pour que ça puisse être possible, ça ne changera pas. Et voilà, et donc je tiens juste à vous dire, moi j'aime bien citer Sir Johnson Sirleaf parce que c'est une prix Nobel de la paix qui est incroyable. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez aller sur internet regarder un peu. Et elle a dit si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Alors, si vous avez un peu peur de vos rêves, ils ne sont pas assez grands. Et si vous avez très peur, c'est que c'est la bonne taille. Donc là, pareil, pas de panique. Moi aussi, j'ai très peur. Mais je ne changerai rien. Là où je suis aujourd'hui, je ne changerai rien du tout. Parce que cette peur, il faut apprendre à la transformer en élément positif, quelque chose qui va être une motivation, un élan, quelque chose qui va vous donner la fureur d'avancer et non pas vous bloquer. Et ça, c'est quelque chose qu'on maîtrise avec le temps, enfin qu'on apprend à maîtriser en tout cas, qu'on essaye. Une fois, il y a des jours où ça marche mieux, il y a des jours où ça marche moins bien, mais pour autant, est-ce que ça valait pas le coup ? Voilà, je vous laisse réfléchir à ça. En tout cas, voilà, je crois que je suis arrivée à peu près au bout de ma présentation, en tout cas de mon témoignage. Voilà, j'espère que ça peut vous avoir inspiré un petit peu ou avoir alimenté vos réflexions personnelles sur votre parcours. Et puis, voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.